Il semble qu'il y avait des banderoles, maman Anderlecht, qui disaient un classico, ce n'est pas pareil sur les supporters adverses. Et je trouve ça dommage de devoir en arriver là à cause de quelques cons, abrutis. Quelques cons, abrutis, tous les mots que tu veux, mais c'est dommage d'en arriver là. Franchement. Alors ça peut être dommage tout ce que tu veux. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle la loi des séries. Ça se répète une fois, 2 fois, 3 fois après, il y a un sursis. À un moment donné, c'est tout. Le coup près, il tombe. C'est juste, tu dois assumer tout ce qui se passe. Il y a des dégâts matériels. Il y a des gens qui ont investi de l'argent dans des stades qui se retrouvent à devoir rembourser, repayer des bazars, des trucs. Je veux dire, à un moment donné, la bêtise humaine, elle suffit, quoi. Et il faut juste arrêter et fermement ce type de choses. Salut tout le monde, vous regardez Le Noyau Dur, votre émission 100% football belge, votre émission radicale, votre émission de passionnés pour des acharnés. On est sur toutes les plateformes de stream, je ne cesse de le répéter à chaque émission, donc YouTube, Facebook, TikTok, mais aussi sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, c'est important aussi pour le référencement, on ne le dit pas assez et ça nous fait plaisir aussi d'avoir votre avis, d'avoir vos avis, vos opinions sur les différents sujets qu'on aborde ce soir parce qu'on va avoir de beaux sujets et surtout, on a des beaux mecs ce soir. Que des mecs classe. Je vais commencer par l'invité. C'est un mec qu'on connaît peu. Enfin, il revient depuis... je sais pas, il revient de vacances. Il fait son comeback. Je sais pas où il était, mais bon, Patrick de Belgium Touch est notre invité ce soir. Première fois qu'on présente l'invité. Je suis très content d'être là pour une émission super intéressante, de tous vous revoir et... Voilà, enfin un duo qui va voir le jour aujourd'hui, mais j'en dis pas plus. Bah oui, parce qu'en fait, pour l'avant-dernière de l'année, on voulait simplement être entre nous, avec l'équipe du Noyau Dur, et on va représenter l'autre Belgium Touch, Musamel. Salut Muse. Salut les gars, ça va ? Bah ça va, très bien, content d'avoir très content. Enfin un acolyte pour pouvoir défendre tes idées. On va défendre ensemble nos idées, je pense, et on est assez d'accord sur plusieurs choses, donc assez content. Même si j'aime bien Jules. Bah oui, non, mais Jules, on l'embrasse aussi, un très bon gars. Qu'est-ce qu'il y a, Sacha ? Sacha Tavolieri, s'il vous plaît. Bonjour à tous, ça va les copains ? Tout le monde va bien ? Ça va. Ah ouais, non, mais j'ai adoré même si j'aime bien Jules, genre dire vraiment, écoutez, voilà. On a rien contre Jules. J'ai rien contre lui Jules. aussi, quand même, il existe. Voilà, mais ça. Patrick, c'est Patrick. Allez, non, on embrasse Jules de Joueur Belge. Il n'est pas là ce soir. C'est un autre gars qu'on connaît bien, qui est toujours aussi stylé. Ça fait un petit temps aussi qu'on l'a plus vu. Clément. Et je l'avais dit en off, c'est peut-être l'un des plus beaux du plateau. Ouais, mais bon. C'est pas ça, t'avais dit. Regardez-moi ça, comme il est svelte. Non, mais il est pas mal. En fait, t'as vraiment travaillé un nouveau petit style. Ouais. La petite beubare, là. Attends, on m'envoie dans la fosse au Lyon. Je suis le seul représentant de joueurs belges face à 2 Belgium Touch. Et on essaie de me saucer, donc ça va. Ça va. Mais non, on te met à l'aise. Tout va bien se passer, hein, les gars. On est entre nous, il n'y a pas d'invité, donc on peut vraiment se lâcher. Pour l'avant-dernière du Noyau Dur, on a pas mal de beaux sujets, hein, on l'a dit. Hein, donc il y avait les Diables Rouges, le tirage au sort, même si ça fait un petit temps que ce tirage s'est produit, on va quand même revenir là-dessus. On va revenir aussi sur le Classico et une info qui est tombée au moment où on enregistre l'émission. C'est effectivement pas de supporters à l'extérieur pendant les matchs. Bon, est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? On en débattra tout à l'heure. Et puis on va parler aussi de nos clubs belges et de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on a le niveau en Ligue des Champions ? Eh bien, on en débattra tout à l'heure et on commence tout de suite avec le premier sujet notre invité, Patrick. C'est le joueur de la semaine. Vous regardez Le Noyau Dur, l'avant-dernière de cette saison. Et l'avant-dernière, pas de cette saison, mais l'avant-dernière de 2023, parce qu'on en aura encore plein pour 2024. On a pas mal de surprises, donc ça sera un peu plus tard. On vous dévoilera ça un peu plus tard dans la saison. Mais donc, Patrick, le sujet, ton joueur de la semaine, qui est ce joueur ? Direct de retour et direct, moi en premier, la pression. Je dois donner mon joueur. La facilité aurait été donnée, évidemment, au vu du match d'hier dimanche, Union-Charleroi, un joueur dont... Je m'excuse encore une fois, dont j'ai osé mal parler, Amoura. Mais on ne choisit pas la facilité ici. J'ai envie de mettre un joueur en avant, un joueur qu'on a tous critiqué ensemble, en chœur, mais qui, là, quand même revient bien, et c'est à souligner, c'est évidemment Yuri Tielemans, qui, là, sort de très bons matchs face à des très gros adversaires, donc avec Aston Villa, face à Arsenal et Manchester City. Plus que la performance ce que je vais mettre en avant, c'est pas forcément la performance en elle-même. Il a pas non plus pondu 9 sur 10, mais c'est le fait que petit à petit, il est revenu dans le 11 d'Aston Villa. On en avait parlé, je me souviens, on avait dit, est-ce que Tedesco, entre guillemets, c'est son travail de remettre Tielemans en selle. Je me souviens avoir dit, Tedesco, il a pas le temps avec les Diables Rouges. Lui, il doit prendre les joueurs qui fonctionnent. Mais par contre, Unai Emery, lui, avait cette possibilité de pouvoir essayer de le remettre en selle parce que Tielemans, ça reste un joueur qui était capitaine à Leicester, une équipe qui à un moment jouait les 4, 5, 5e place en Première Ligue.
Et là, on voit depuis quelques semaines, il est revenu à son niveau. Sacha, avant de te donner la parole, je voudrais quand même avoir l'avis de Clément, parce qu'on en parlait un peu en off. Ça te surprend, ce retour en grâce de Youri Tielemans à Aston Villa? Oui, il me surprend, oui. Parce que, oui, comme Pat a dit, on lui a tous chié dessus en cœur pendant des années, depuis 2-3 ans. Et je trouve qu'il est remonté assez vite, en fait. Et surtout, c'est intéressant que c'est un peu plus haut sur le terrain. Avec la Belgique, pour l'instant, pareil, ces 2 derniers matchs avec la Belgique étaient pas mal, mais c'était à la place d'un Mangala ou d'un Onana un peu plus bas. Avec Aston Villa, il joue beaucoup plus haut. Et force est de constater que pour l'instant, le choix d'Emery est gagnant. Sacha, un avis sur Youri, d'accord avec Patrick? Alors d'abord, je trouve que Patrick a extrêmement bien fait son joueur. Je tiens à le dire, franchement, je trouve que bravo, je trouve ça vraiment bien expliqué. Tu as donné tous les arguments pour convaincre quelqu'un d'aimer Youri Tielemans. Par contre, là où je trouve qu'il y a juste une petite chose qui devait être dite et qui ne l'a pas été, c'est qu'il faut toujours mettre un astérix quand on met Youri Tielemans. Parce qu'il faut toujours 2 joueurs derrière lui pour qu'il soit bon. Voilà. Ça, c'est quand même la base aujourd'hui de ce qu'on voit dans le match face à Manchester City de son équipe d'Aston Villa, dans le match d'Aston Villa, face à Arsenal. Il est extrêmement bon et il est beau à voir jouer parce que derrière, il y a du Douglas Luiz, parce que derrière, il y a un véritable pare-choc qui s'appelle Boubacar Kamara, qui sont en train de faire des saisons absolument incroyables. Et lui, dans cette rôle de dévotion offensive où en fait, il a une liberté totale, il est absolument brillant dans le fait de trouver les intervalles, les petites passes justes. Il est en confiance et il n'est jamais, entre guillemets, mis, je dirais, en difficulté dans son secteur de difficulté. C'est-à-dire derrière la ligne médiane. Ouais. Et justement, le fait qu'il soit meilleur avec 2 joueurs derrière lui, on parle beaucoup d'un remplaçant à De Bruyne à cause de ses errements, de ses problèmes physiques, etc. Est-ce que dans l'éventualité où De Bruyne ça ne refonctionne pas au début, ou voilà, on ne sait jamais, une nouvelle blessure peut vite arriver, est-ce que Tielemans pourrait pas être une... Mais tiens, Muse, pour répondre à cette question, est-ce que Tielemans a un bon remplacement à De Bruyne? C'est un débat qui date, et ça date pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle déjà 1 ou 2 ans, on disait déjà plusieurs fois, Tielemans, ça fonctionne pas au milieu de terrain parce qu'il est seul, et c'est pas vraiment son rôle de jouer en 6. Et on se disait, avec Patrick ou même sur Twitter, on disait, c'est pas mieux de le coupler avec un autre milieu box-to-box, l'avancer un petit peu, qu'il ait plus de liberté et qu'il joue mieux. Et je me rappelle ce débat-là, c'était même avant la Coupe du Monde, et plusieurs fois on disait pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas jouer avec Amadou Onana directement dans un milieu à 2, et on l'a jamais eu. Et là avec Aston Villa, il joue un peu plus haut, des meilleures performances, et ça se voit. Maintenant, est-ce qu'il est brillant parce que l'équipe en elle-même est brillante, ou alors vraiment on doit louer ses exploits, parce que on doit rappeler Aston Villa, je pense, est 3e aujourd'hui. 3e, 35 points. Unai Emery, je pense, fait un travail très très bon au niveau du collectif. Patrick, est-ce que finalement on doit se dire, est-ce que Youri Tielemans se démarque, ou tout simplement ça fonctionne bien parce que l'équipe tourne bien? C'est un tout, je pense, parce que c'est une équipe, déjà, il faut voir l'effectif. Il y a un joueur qui a fait le sens inverse un peu de Youri Tielemans cette saison, parce que Tielemans, il faut dire, il a commencé la saison avant d'avoir sa première titularisation, il a dû attendre longtemps. Donc, par exemple, il y a un joueur comme Moussa Diaby qui, à l'inverse, a commencé titulaire, et au final, Emery a on va dire, repensé son collectif pour intégrer un Tielemans dans une sorte, derrière Watkins, carrément. Donc je pense qu'on est obligé de mettre en avant aussi Youri lui-même, parce que voilà, la place, il était la chercher. C'est pas juste Aston Villa marche bien, il est dedans, et voilà. Je pense qu'il apporte une vraie plus-value. Et pour ajouter, Unai Emery disait déjà en pré-saison, Youri Tielemans devra se battre pour gagner sa place, et il s'est battu, et au final, voilà. Selon toi, il a gagné sa place? Pour moi, actuellement, il a gagné sa place. Parce qu'il est quand même dans une équipe qui, encore une fois, se sert de lui dans ses plus grandes qualités. Et encore une fois, il est vraiment dans je dirais, le secteur le plus concurrentiel de celui des Diables Rouges, c'est-à-dire le fameux half space, les 30, on en parlera d'ailleurs avec le match du Classico qui a été vraiment la clé par rapport au half space, mais on va voir que tactiquement, de plus en plus, les entraîneurs utilisent en fait ces fameux 30 mètres adverses pour à chaque fois mettre à mal l'adversaire. Unai Emery l'a magnifiquement fait, mais grâce notamment à Youri Tielemans. Après, il y a tellement de concurrence dans ce secteur-là chez les Diables Rouges que quelque part, c'est à lui de faire le choix. C'est à lui de se dire, est-ce que je me mets dans la catégorie, disons-le, celle de Kevin De Bruyne, et j'essaye de me taper avec lui pour être considéré comme le numéro 2, le backup, arriver en cours de match et venir montrer ce que je fais à Aston Villa, mais de le faire chez les Diables Rouges. Ou alors, est-ce que je redeviens le joueur moyen que je suis au milieu de terrain dans la fameuse ligne médiane. C'est ça qui est fou, quoi. T'as 2 joueurs complètement différents, qui ont 2 états d'esprit complètement différents et 2 caractères
caractère, parce que Youri Tielemans avec Aston Villa, quand il est vraiment le leader d'attaque, parce que c'est ça, c'est un leader d'attaque avec Watkins, tu l'as dit, avec un Léon Bailey, avec même un Moussa Diaby qui peut rentrer, il adore jouer dans les combinaisons jeu court, il est excellent, il fait des talonnades, il propose des choses, et tu vois qu'il est libre dans son football. Ça, c'est pas le même football que celui de Domenico Tedesco, donc là aussi, lui va devoir s'adapter avec la Belgique, mais franchement, c'est impressionnant. Moi, je le trouve vraiment très impressionnant avec Aston Villa, alors qu'il est complètement éteint avec les Diables. Mais du coup, à l'instant T, on doit encore se poser la question, de se dire est-ce que Youri Tielemans, c'est un point d'interrogation chez les Diables? Est-ce qu'on doit encore se dire est-ce que ça doit jouer au niveau de la place, sa place s'il a pour S'il a ce niveau-là jusqu'à fin de saison, il n'y a aucun doute qu'il est avec la Belgique. Maintenant, il y a des joueurs. Muse, avant de te donner la parole, je voudrais juste, parce qu'il y a de quoi quand même de s'inquiéter, c'est au niveau du temps de jeu. Alors, j'ai un peu regardé au niveau de ses stats. Si on prend par exemple l'année 2019-2020, je pense que c'est l'une de ses meilleures années. Il fait plus de 37 matchs, il a plus de 2800 minutes. Puis après, l'année suivante, c'est 3500 minutes, 3300, pardon. Puis ensuite, 2600. 2300 et là on est à 500, plus de 500 minutes avec que 16 matchs et 3 passes décisives. C'est juste la preuve de sa méforme à ce moment-là. Hein. Il a eu des blessures aussi, hein, si je me trompe pas, il a eu des blessures à Leicester qui l'ont empêché quand même de jouer pas mal de temps. Et au contraire, moi je m'inquiète pas. Il y a un Euro qui arrive, on sait que les joueurs justement ils se plaignent de trop jouer. Avoir un joueur qui va arriver en ayant ce rôle de titulaire parfois remplaçant, moi je trouve que c'est pas. Donc t'as pas peur qu'il soit plutôt dans sa phase descendante, que son prime est passé. Toi t'as pas peur de ça? Je pense que c'est vraiment des faits indépendants. Muse, il y a pas de quoi s'inquiéter non plus? Non, moi je pense qu'il y a pas de quoi s'inquiéter et je voulais rajouter, et il faut vraiment prendre garde sur ça, il y a certains joueurs qui performent bien en club et dans notre sélection c'est moins le cas, et j'aimerais bien citer Yohan Bakayoko. Pour le moment, Bakayoko ne m'impressionne pas en sélection, alors qu'en club, il déchire tout. Donc attention, parce que là, je crois que tu touches des chouchous, un chouchou ici. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, et moi j'ai peur de ça que, par exemple, Tielemans continue à performer comme ça, et en sélection, c'est toujours le Tielemans qu'on connaît, et toujours décevant. Surtout que c'est vrai qu'il a vraiment, on a l'impression qu'il a une épée de Damoclès à chaque fois qu'il est en équipe nationale, parce qu'à chaque fois qu'il preste, il y a toujours une petite, je sais pas quoi, il y a toujours un truc où il craque. Même si j'ai l'impression quand même lors des derniers matchs, ça va un peu mieux, et je pense que vraiment Tedesco, il doit regarder les matchs, et lui aussi doit se voir peut-être que, bon, j'ai Mangala, j'ai Onana, entre guillemets, que Tielemans, ils se disent... On revient là-dessus, alors du coup, si je peux me permettre juste, je dois rebondir sur ce que tu dis, Patrick, je trouve ça hyper intéressant, parce que regarde les profils types de Douglas Luiz et de Boubacar Kamara. On est sur du Aurel Mangala, Madonna, c'est vraiment les mêmes profils, quoi. Donc, quelque part, pour moi, dans l'état d'esprit et dans ce que veut mettre en place Emery, on n'est pas très près, mais c'est quand même assez similaire dans l'intensité, dans la volonté d'aller presser haut, dans le côté on va tous ensemble comme un nid d'abeilles. C'est vraiment la technique du nid d'abeilles sur l'adversaire. On va aller le taper à la gorge. Tu avais les 10 premières minutes d'Aston Villa face à Arsenal. J'ai jamais vu ça. Le souffle coupé devant l'écran, les yeux rivés, mec. C'est incroyable. Ils te mettent une patate, mais un fuego. C'est un truc de fou. Mais du coup, je te relance la question pour aller un peu plus loin, au-delà de Tielemans. Aston Villa peut, je sais pas, provoquer une surprise cette année pour toi en Première Ligue? Pour moi, c'est une question de régularité. Et maintenant, c'est surtout comment est-ce que dans le côté déjà. T'as quand même l'Europe, hein, qu'on le dise ou pas. Ils ont l'Europe. Participent à la Conférence League. C'est pour ça que c'est pas un club belge qui gagnera la Conférence League. C'est quand même un peu compliqué. Unai Emery a la recette pour gagner les Coupes d'Europe. Maintenant, c'est une question d'effectif. Je pense qu'en termes de qualité, il y a. En termes de quantité, tu as 2 backups. Peut-être les postes sont doublés, mais ils sont pas triplés comme dans d'autres clubs en Première Ligue. Et ça peut vraiment être le petit bas qui blesse. Et dernière petite chose pour Youri Tielemans avant d'enchaîner sur le deuxième sujet. Titulaire, en ce moment-là, maintenant à l'instant T, on peut le mettre titulaire dans une formation, la formation de Tedesco? Ça dépendra de la forme de De Bruyne à son retour. Mais pour moi, si De Bruyne ne revient pas en forme, quand on voit comment Tielemans joue, on va faire Carrasco, tiens. On verra ce qui se passe. Carrasco, vous l'avez vu, hein, il était à Villevorde, là. Il était en train de faire un 5. Vous avez vu le contrôle? Ouais, mais dans son. C'est exceptionnel. On a l'impression. On va arrêter 2 minutes avec Carrasco ou pas? Écoute, le championnat saoudien. Le chapitre, on ouvre l'agenda. Le championnat saudien est un des plus relevés. On dit même que c'est la première ligue d'Arabie. Attends. Il a eu exactement à la MLS, 15 secondes après son magnifique contrôle là, pour regarder, l'adversaire ne l'a même pas attaqué. Mais parce qu'il a fait une photo. Le ballon en retrait. Parce que l'adversaire a fait une photo pour son Insta. Il était comme ça. Tu joues face à Watermal Boisfort, il y a moins de pressing. Hein, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être plus de tacle. Si le prochain qui fait ce genre de truc, je crois pas qu'il revient avec les 2 jambes. Hein. Mais bon, allez, on enchaîne avec le deuxième sujet qui est aussi intéressant. C'est le Classico Anderlecht Standard.
Alors messieurs, à J plus ou moins une semaine, on a vécu 2 beaux classicos avec d'abord une victoire en Coupe de Belgique d'Anderlecht face au Standard à domicile, et puis un deuxième match un peu plus serré pour le championnat, 2 partout. Surtout, je voudrais d'abord revenir avec cette première info au moment où on enregistre cette émission. Ça vient de tomber, au minimum jusqu'à la fin de saison 2024-2025, aucun supporter visiteur ne sera autorisé à assister au match entre le Standard de Liège et Anderlecht. Ça a été validé par les 2 clubs. Première réaction pour vous, messieurs, est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Donc ça veut dire pas du tout d'ambiance dans le stade. Moi, je trouve que c'est malheureux. Oui, Moi, je trouve que c'est malheureux parce que les supporters adverses ramènent un peu cette énergie, cette joie, donnent un peu de force à leur équipe. Et priver des supporters de pas venir et pas supporter, moi, je trouve que c'est malheureux quand même. Mais si ça empêche qu'il y ait des débordements, alors pourquoi pas? C'est la seule solution. À vérifier, Clément, mais il me semble, j'ai pas bien vu sur le même, mais il me semble qu'il y avait des banderoles Maman Anderlecht qui disaient un classico, ce n'est pas pareil sans les supporters adverses. Et je trouve ça dommage de devoir en arriver là à cause de quelques cons, abrutis. Quelques cons, abrutis, tous les mots que tu veux, mais c'est dommage d'en arriver là. Franchement. Alors ça peut être dommage tout ce que tu veux. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle la loi des séries. Ça se répète une fois, 2 fois, 3 fois. Après, il y a un sursis. À un moment donné, c'est tout. Le coup près, il tombe. C'est juste, tu dois assumer tout ce qui se passe. Il y a des dégâts matériels. Il y a des gens qui ont investi de l'argent dans des stades qui se retrouvent à devoir rembourser, repayer des bazars, des trucs. Je veux dire, à un moment donné, la bêtise humaine, elle suffit, quoi. Et il faut juste arrêter et fermement ce type de choses. Il y a eu un mort en France. Parce qu'on se rend compte du truc. Non. Il y a eu quelqu'un qui est mort en France. À un moment donné, c'est l'escalade à toutes les violences. Un coach a été attaqué, en l'occurrence, Grosso, l'ex-coach de Lyon, même a été dans attaqué. Le Colisée, à l'époque romaine, il n'y avait pas des gens qui se tapaient dessus comme ça. Les gens qui se tapaient dessus, ils étaient sur le terrain et c'était des guerriers. Et c'était pas entre guillemets les spectateurs. Les spectateurs, ils venaient et ils rentraient dans le Colisée et ils regardaient le spectacle. Ils faisaient pas ça. Donc même à cette époque-là, on n'était pas aussi violent. Alors bien sûr, il y avait d'autres choses. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que cette société, elle régresse dans l'état d'esprit, dans la façon de remettre les choses. Le football aujourd'hui, c'est devenu un punching ball. Voilà, c'est devenu un punching ball humain. Surtout, on se sert de certaines personnes comme des punching ball humains, mais on se sert de cet événement pour venir vomir toutes ces frustrations qu'on a eues la semaine, parce que la plupart des gens, voilà, le football, c'est leur opium à eux, sauf qu'à un moment donné, l'opium, en général, il est fait pour endormir ou en tout cas pour défoncer. Là, excuse-moi, il défonce les gens. Et donc, c'est stop, c'est au revoir, c'est merci bon week-end, c'est bravo. Surtout qu'on précise que les 2 clubs ont été punis, Patrick. Ça, c'est vrai que je pense qu'on va peut-être être applaudi un peu partout en Europe parce que Sacha l'a bien dit, il y a eu de graves conséquences chez nos voisins, sans vraiment de vraies réactions. On ne sait pas trop comment en France, c'est encore un vrai débat. Mais en Belgique, on a le mérite quand même d'avoir pris une décision radicale qui vont dans le sens simplement de ceux qui... Malheureusement, c'est triste pour les supporters qui voulaient juste profiter d'un bon match, qui ne pourront plus se déplacer. Mais malgré tout, il y a un moment donné, il faut sanctionner, non ? Faut préciser, c'est une décision des clubs. C'est pas la Pro League qui a dit ça, c'est les 2 clubs, ils sont mis d'accord. Oui, les 2 clubs sont d'accord là-dessus. C'est pas vraiment une punition dans ce sens. C'est les clubs qui ont décidé. C'est une punition pour les supporters, malgré tout. Mais moi, comme ça a été dit, à un moment, il y a des abrutis. C'est un peu triste. C'est un peu comme quand t'es à l'école, t'en as un qui fait plein de bruit et puis on punit toute la classe. Là, c'est la même chose. C'est triste pour des supporters qui n'ont rien fait, mais si à un moment il y a des abrutis qu'on ne sait pas les contrôler, il y a des enfants qui vont au stade. Franchement, moi, je me dis, j'ai un petit frère, je ne vais pas l'amener voir un classico parce qu'il y a ce genre de choses qui peuvent se passer. Donc, si on ne peut plus aller au stade en se sentant en sécurité, à un moment, il faut arrêter le truc. Et on en est là, parce qu'on a vu les images à Anderlecht, tu avais des gosses, au moment de cette pugilade, t'avais des gosses qui étaient là au milieu et qui se demandaient quoi. Il y en avait peut-être aussi, malheureusement, mal éduqués qui participaient à ça. J'ai pas du tout les images ni rien, mais bon, malheureusement, t'en as aussi des comme ça. Mais bon, voilà, parenthèse fermée. En tout cas, on peut féliciter les 2 clubs d'avoir pris une décision radicale par rapport à ça. On va revenir par rapport aux prestations. Messieurs, votre avis sur ces 2 matchs, vous en avez pensé quoi ? Ce sont des beaux classicos, globalement, dans l'ensemble. Celui du week-end, ça c'était un très beau match. Le premier classico, je m'endormais un peu, même s'il y avait quand même pas mal d'occasions du côté du Standard, mais le premier c'était quand même. Mais alors qu'est-ce qu'il faut retenir ennuyant. Si vous devez retenir quelque chose de ces 2 classicos, ça serait quoi ? Du côté d'Anderlecht ou du Standard, Patrick ? Du Standard, c'est que on peut mettre la même équipe mais pas avoir le même match. Dans le sens, c'est fou, quand la composition a été mise, beaucoup de gens sont pleins, il revient, il remet pareil, on a eu des soucis au milieu de terrain, Varscaron était libre, et au final on n'a pas vu la même chose.
Et comme Mouz a dit, c'est le premier, il a été dur à suivre honnêtement. En fait, j'ai rien retenu de ce match. De toute façon, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, j'ai l'impression, maman. Et ça allait encore, dans un sens. ils ont fait j'ai même pas envie de ressortir une des deux équipes pour jeudi, parce que le Standard pour moi fait même pas forcément un mauvais match, et Anderlecht fait pas un match incroyable. Mais voilà, on peut l'effacer, ce classico de jeudi, on verra l'écart parce qu'ils sont intéressants. Mais celui de dimanche, j'ai envie de parler un peu du Standard, parce que le Standard, ça a vraiment été une équipe qu'on a critiquée parce qu'il y avait vraiment ce différentiel domicile-extérieur. Et je pense que le fait que ce soit un classico, c'est quelque chose qui a pu gommer cette différence, parce qu'il n'y a pas besoin de motiver les joueurs, il n'y a pas besoin de public pour que les joueurs se motivent pour un classico. Et là, ça s'est vu. J'ai moins ressenti ça à Anderlecht. Peut-être que le stade explique quelque chose. Mais en tout cas... Tu trouves qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance ? J'espère peut-être que c'est les TV qui coupent les micros, je sais pas. Ouais, mais bon, c'est un secret pour personne. Mais peut-être aussi un peu de la suffisance du côté des supporters, comme des joueurs. Je ne sais pas, après avoir gagné je pense le que premier le match. premier bruit, c'est un moment, c'est quand Théo Léoni touche le ballon. Tu vois que c'est le chouchou du stade, donc là, le stade se met en feu. Mais je pense, je me dis même pour les joueurs, dans un classico, si ton stade, il n'est pas en feu, c'est dur. Mais pour revenir sur le Standard, on en a parlé dans la dernière émission, ce qui est dingue, Sacha, et c'était un peu prémonitoire, c'est de se dire, le Standard, des fois, il peut, tu l'as même très bien dit à un moment donné, il peut, sur 10-15 minutes, il peut survoler la compétition dans son jeu, etc. Et j'ai l'impression, pour une fois, à l'extérieur, dis-moi si je me trompe, on a senti un peu ce Standard qui voulait quelque chose. Moi, je pense que, alors je vais peut-être prendre un prix parti où les gars, vous allez tous me dire, oh, tu t'avances. Je trouve que le Standard, il a trouvé sa formule. Karl Loufkens, il a compris comment il fallait jouer maintenant. Avec un milieu de terrain bien impactant, bien resserré, une espèce de Kawabe qui joue partout et nulle part à la fois, mais qui est dans un rôle d'espèce de numéro 10, numéro 8. Il appuie, il a une très belle passe, etc. On va lui donner beaucoup de liberté de jeu, avec surtout des Isaac Price qui font un travail de fond, etc. En fait, le gros problème du Standard, c'est qu'il n'y avait pas de lisibilité et d'interrelation entre le milieu et l'attaque. Aujourd'hui, il y a tellement de milieux de terrain et tellement d'anticité avec des joueurs de ballon qu'aujourd'hui, le schéma, il est très très clair. On a Kanga, on a tous les joueurs, et à un moment donné, la seule profondeur qu'on va aller chercher, c'est la profondeur de Kanga. Mais au moins, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, les consignes, elles sont comprises, elles sont mises en place, et l'identité, elle est en place. Tu veux dire que ça a servi de déclic ? Ça a servi de déclic, ce match, je pense ? Absolument. Mais si tu ajoutes à ça la mentalité et le fait que certains joueurs peuvent se sublimer, bon, évidemment, on va pas passer à côté de la performance de Nathan Ngoy, mais on y reviendra parce que visiblement, je dois dire que c'est le GOAT, je vais le faire, mais il a été absolument incroyable. Franchement, je trouve que ce joueur a un niveau et un impact en termes de potentiel qui, pour moi, défie complètement toutes les espèces de comparaisons qu'on a essayé de faire avec tous les joueurs dont on a parlé en défense centrale. Ngoy, c'est top niveau, hein. Vraiment, c'est top niveau. C'est vraiment le meilleur prospect du championnat de Belgique en défense centrale, hein. Spillers, Van Heusden, machin, ils peuvent aller reprendre une chope à la buvette et puis je les rejoins dans 30 minutes. Non, mais franchement... Non, Sacha, pas l'alcool. Il a raison, son match, c'est impressionnant. Non, mais c'est impressionnant. Incroyable. Avec si peu d'expérience en plus du haut niveau pour l'instant, il te sort une presta comme ça dans un classico, tu te dis, ah ouais. Et il faut noter qu'on est d'accord, hein, il est droitier, donc en fait, il joue sur son mauvais pied, gauche, et il est exceptionnel. Et il ose, moi j'aime bien ce côté où il ose. Parfois, ça se paye cash, mais j'aime ces joueurs qui... Ça m'a fait mal parce que moi et Sacha, on était tous les deux au stade pour aller voir le Belgique-Espagne du 21, le voir s'échauffer pendant 45 minutes. Ouais. Ça a fait mal, mais c'est un joueur qui aurait eu sa place à côté de Connie de Winter. Ça, c'est sûr. Largement. Devant Connie de Winter ou derrière Connie de Winter? Non, tous les deux en défense centrale. Non, mais si tu devrais choisir un des deux. Ah non, Connie c'est Connie. On va se calmer. Non, allez, franchement. Revenons sur Anderlecht Standard, Muse. D'accord avec l'avis de Clément, Sacha, même de Patrick, sur ce Standard quand même, qui s'est quand même réveillé. Moi, le premier classico, franchement, comme j'ai dit, je me suis endormi. Il n'y avait rien de marquant. Ok, 2-0, très beau but de Mario Struycken, Sander Streyer, tout ça. On peut quand même dire que Anderlecht, sur ce match-là, même si c'est peut-être je te rejoins, un match peut-être où on s'endormait, surclassé un peu le Standard. On peut pas forcément... Oui, Anderlecht a surclassé parce qu'ils ont su finir leurs occasions. Ce qui n'est pas le cas du Standard. Et c'est pas ce qui manquait du côté du Standard, les occasions. Ils ont eu leurs occasions, ils n'ont pas su finir. Et c'était ça la différence. Anderlecht a su finir, ils ont terminé 2-0, merci, au revoir. Et voilà. Et
Alors que le deuxième match, c'était beaucoup plus ouvert et dès le début, on voyait l'intensité. Je crois que je regardais un peu les stats avant, avec 14 fautes du côté du Standard, 8 du côté d'Anderlecht. Ça se rentrait dedans, ça jouait avec la hargne, avec la fierté de vouloir gagner. C'était ça la différence. Le deuxième Classico, moi, je l'ai beaucoup plus préféré. Je vois ce que tu veux dire, mais ne m'en voulez pas de faire directement le parallèle avec les Diables, mais la performance de Jan Vertonghen face à un mec comme Kanga, qui se trompe de pied gauche et de pied droit toutes les 2 semaines. Je dirais, à un moment donné, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on fait quand on va aller à l'Euro avec un mec comme ça? C'est très compliqué. C'est pas la première performance au deuxième période. C'est pas la première fois. Il lui marche dessus, Kanga. Il lui marche dessus. C'est pas la première fois. Même au Standard, il me semble que Vertonghen n'y arrivait pas avec Kanga au premier match où ça s'est terminé 3-2 pour le Standard. Aussi, on a vu un Kanga qui faisait ce qu'il voulait. Un mec comme ça. C'est vrai que on peut revenir 2 minutes sur Kanga. Moi, j'aime beaucoup ce gars. J'aime bien ce profil. J'aime bien ce gars qui, voilà, on peut lui reprocher plein de trucs, un peu à la façon Lukaku. Est-ce qu'il est forcément technique et tout est sur son physique. Ouais. Je dis pas qu'il est le même niveau que Lukaku. Je vois ce que tu veux dire, parce que la comparaison s'entend, effectivement. Voilà, moi c'est plutôt dans le côté un peu d'intelligence. Il manque d'intelligence. Les enjeux, parfois. C'est quand même grave, quoi. Dans le positionnement, dans la façon dont. Parfois même, il gagne des occasions pour son équipe. Il a pas le pied qui tremble devant son. Enfin, quand il marque, face à Anderlecht. Tu joues à Anderlecht avec. Casper. Ouais, voilà, avec. Ah oui, j'avais oublié qu'ici il y avait la team anti. Non, c'est juste que c'est une fraude. Allez, il est vraiment. Enfin, Schmeichel, c'est. Quand tu compares à Leicester il y a 4-5 ans, putain. C'est pas pour rien qu'il a atterri dans notre championnat. On parlait en off d'être bien svelte, ici vous êtes tous beaux et tout, mais Schmeichel, c'est moi ou. La seule chose qui s'est améliorée, qui a augmenté, je vais dire. Il a fait une collab avec Ben Chicken, je crois. C'est son bide. Je crois que j'avais vu la pub sur Instagram. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé, mais même sur les différentes occasions du Standard, le mec plonge pas. Il y a un moment où il est même à chaque fois les pieds. Ouais, je me souviens, une des frappes, je sais plus qui frappe, je crois que c'est Price à un moment où Kawabe qui envoie une patate. Mais vraiment. Ouais, c'était Kawabe, il regarde la balle comme ça passer. Heureusement que c'était 1 ou 2 mètres à côté du but. C'est vraiment en partie le responsable du match nul, j'allais dire la défaite, parce que le vainqueur moral c'est le Standard dans cette rencontre. C'est très compliqué. Franchement, Kasper Schmeichel, quand on voit la différence entre un Maxime Dupé qui est solide sur ses bases, qui est à la limite du leadership par rapport à ses défenseurs alors qu'il joue quasiment jamais, et Schmeichel qui passe son temps à regarder les ballons passer, je veux dire, à un moment donné, t'es pas à l'aéroport de Zaventem, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Vous pensez qu'il finit la saison titulaire, Schmeichel? Mais ce serait grave. Que franchement, j'ai vu, moi j'ai regardé beaucoup, j'avoue que j'ai eu, au début de la Pro League, je regardais beaucoup Anderlecht. Quand je voyais les matchs de Dupé, j'ai vu Schmeichel arriver, je compare les deux. Mais est-ce que ça semble clair que Schmeichel donc, est le titulaire en JPR Pro League et Dupé en Coupe de Belgique? C'est pas clair, normal. C'est établi. C'est clair, mais c'est pas normal. Ouais. C'est pas logique en tout cas. Si ça se jouait au mérite, non, c'est pas normal. Mais bon, on en revient à cette discussion de quand tu as un bon gardien, pourquoi aller chercher un autre gardien pour le prestige, peut-être pour le nom, Sacha, c'est toujours un peu. C'est pas une Après, il faut toujours avoir 2 bons gardiens. Ça, je pense, dans une bonne équipe. Mais là, ils en ont qu'un en Anderlecht, excuse-moi. Je pense qu'il y a effectivement des rapprochements, par exemple l'entourage de Kasper Schmeichel, Jesper Fredberg. On l'a dit, on le sait, on l'a dit dans cette émission quand Lucas Stassin était là. Politiquement, il y a des choses qu'on ne contrôle pas à Anderlecht ou sur lesquelles on n'a pas de mise. Il y a certainement quelque chose de danois qui fait en sorte qu'aujourd'hui il a considéré que c'était une opportunité de faire venir Kasper Schmeichel, le considérer comme une opportunité, d'accord, mais une fois qu'il est dans ton club, t'as un peu l'impression que ça devient un problème, t'es obligé de le mettre titulaire parce que si tu le mets pas, c'est compliqué. Et je répète, ce mec-là, il décide d'arrêter les séances d'entraînement quand il le veut. Ça s'est passé à l'OGC Nice, ça se passe certainement aujourd'hui à Anderlecht. C'est pas normal. On parle du plus grand club de Belgique dans les titres. C'est quand même fou, quoi. Mais tu peux pas avoir ça. En plus, est-ce que t'avais pas dit, quand Schmeichel est arrivé, on en avait un peu parlé, que de base, ils avaient promis à Dupé d'être titulaire, et finalement, ils ont fait venir Schmeichel. C'est exactement ce qui s'est passé. Les incompréhensions. Sur Anderlecht, messieurs, rapidement, que peuvent-ils espérer en Coupe de Belgique? Est-ce que vous les voyez finalement faire un beau parcours? On rappelle que le prochain adversaire, c'est l'Union, en quart de finale. Malheureusement, dans un tirage qui était enregistré à l'avance, ils ont tiré comme par hasard l'Union. Attention les tests complotistes, c'est pas l'autre, c'est Gambruge, c'est ça aussi? Faut que je revoie. Mais en tout cas, je crois que l'Antwerp a une voie royale jusqu'à la finale. L'Antwerp, de son côté, il est vraiment tranquille. Mais bon, vite fait, Anderlecht, il y a quoi? Est-ce que ce match peut les atteindre psychologiquement pour la suite? Ça joue à l'Union. Donc il y aura Ostende, RWDM, OHL Antwerp, Bruges, la Gantoise et alors Union. Alors du coup, sur Anderlecht,
est-ce que ce match peut les atteindre psychologiquement par rapport à la suite? Non, je pense pas. Ils ont pris une remontada 2-3 à Sclessin et ça les a pas atteints psychologiquement. Donc je pense pas que un match nul ou bon, au final, ils auraient pu gagner, ils auraient pu perdre, ça va pas les atteindre. Non. Ben, on verra de toute façon la suite des prestations d'Anderlecht. J'aimerais, parce qu'on n'a pas parlé quand même, parler du retour de Jari Verskaren. Quand même. Ouais, très bien. On aura l'occasion de revenir sur les différentes prestations de Jari Verskaren si ça se passe bien pour lui. D'ailleurs, n'hésitez pas justement sur les réseaux sociaux à donner votre avis sur la prestation des Anderlechtois, des Standardmen, sur YouTube, sur toutes nos plateformes de stream. Et comme ça, on pourra en débattre dans les prochaines émissions. On passe tout de suite au football international, messieurs, avec la Ligue des Champions. On doit avancer dans l'émission du noyau dur. Bah oui, je voulais l'entendre sur Verskaren. Ben oui, je sais, mais Patrick, on aura l'occasion, promis, dans la toute dernière émission, on pourra revenir sur les prestations de certains joueurs, notamment Jari Verskaren, en espérant que tout se passe bien pour lui, qu'il ne rechute pas d'une grave blessure. Mais donc, du coup, la Ligue des Champions et nos clubs belges. On commence par une minute de silence. Ah ouais, c'est dur. On sur pourrait. une heure d'émission, une minute de silence, tu vas on va peut-être faire 5 secondes de silence parce que tellement c'est catastrophique. Mais du coup, ça vaut le débat. On en a pas mal parlé des prestations de Antwerp. Maintenant, c'est aller un peu plus loin dans la réflexion, messieurs, c'est de se dire, est-ce que finalement, nos clubs belges ont le niveau pour la Ligue des Champions? Et pour vous lancer sur le débat, je recontextualise un tout petit peu. J'ai été un peu repêché dans l'histoire de nos prestations en Ligue des Champions. Par exemple, si on reprend l'année 2017-2018, c'était Anderlecht en Ligue des Champions. Le résultat, c'est 1 victoire, 5 défaites. Ensuite, outre Bruges, qui a eu pas mal de participation, on note Genk en 2019-2020. En même temps que Bruges, Genk, c'est 1 nul, 5 défaites. Bruges, à ce moment-là, c'est 3 nuls, 3 défaites. Puis, on va reprendre peut-être la avant-dernière prestation de Bruges en 2022-2023, peut-être la meilleure. 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et cette année, l'Antwerp. Au moment où on enregistre l'émission, on est à 5 défaites, mais allons-y. Visons la 6e défaite, on ne joue que le Barça. Donc voilà, on va relancer la question. Muse, est-ce qu'on a le niveau en Ligue des Champions? On n'a ni le niveau ni le budget pour espérer aller loin en Ligue des Champions. Le maximum qu'on peut espérer, c'est les 8e et ça s'arrête là. Bah, si c'est déjà les 8e, pardon, je pense que c'est déjà une belle prestation. Moi, ma question, c'est simplement, est-ce qu'on a vraiment le niveau même dans les poules? Bah, ce qui est triste, c'est que chaque année, on a un club belge qui va en Ligue des Champions et 5 fois sur 6, il va se ridiculiser et nous faire perdre des points à l'UEFA. Alors que ce serait peut-être plus logique d'avoir, à la limite, pas de club en Ligue des Champions. Bon, ce serait triste, mais je pense que pour le coefficient UEFA... Et pour les diffuseurs, pour les diffuseurs, ce serait triste, mais ne pas être obligé de pour diffuser. le coefficient UEFA, ce serait quand même beaucoup mieux d'avoir moins de clubs en Ligue des Champions. Bah, de toute façon, chaque année, on en a qu'un ou 2 grands maximum. Je crois que ça arrivait même qu'une fois qu'on en ait 2. Mais donc en 2019-2020, t'avais Genk et Bruges. Donc peut-être pas de club en Ligue des Champions, mais plus de clubs en Europa et en conférence. Et là, c'est peut-être des compétitions qui sont plus au niveau de notre championnat. D'accord avec ça, Patrick? Non, moi je suis pas d'accord. Je pense que... T'es pas d'accord? Par exemple, 2017-2018, Anderlecht, il faut venir dans le groupe, ils font 5 défaites, mais t'avais Paris et le Bayern Munich. Donc, il est bon. Hein. Il a travaillé aussi l'histoire. Mais c'est bien, mais c'est vrai. Le club de Bruges a montré que, voilà, c'est le match qu'ils font au Bernabéu face au Real Madrid. Si un club travaille bien, il peut, à un moment donné, ne pas être ridicule avec des champions. On le voit, il y a d'autres clubs. Enfin, là, Copenhague, avec des champions qu'ils font, elle est respectable. Est-ce que Copenhague est meilleur que nos clubs belges? Moi, c'est intéressant, sais pas, je pose la question. À la limite. Lens, cette saison. Mais tu veux dire quoi? Tu veux dire que... vas-y, mettons le doigt là où ça fait mal. L'Antwerp, c'est une honte cette année. C'est une honte pour le football belge, oui ou non? Je suis partagé. En fait, ce qui est chiant, c'est comment les matchs se sont passés. Parce qu'en fait, ils t'ont donné de l'espoir pour après te le reprendre, et c'est ça qui énerve. Mais au final, l'Antwerp, c'est la première fois qu'ils viennent. Ils sont face au Barça, c'est le Barça. Porto, c'est une équipe qui, voilà, chaque saison passe des tours pour aller en quart de finale. Le Shakhtar, voilà, on sait qu'il y a des choses qui se passent en Ukraine, mais c'est une équipe qui était faire nul ils ont été faire nul, ils ont battu le Barça. Est-ce que c'est le même Shakhtar qui a... Ils ont été mis en difficulté, je crois qu'ils ont perdu face au Shakhtar. Et surtout, Shakhtar a l'expérience de Ligue des Champions. Oui, le Shakhtar, c'est une équipe qui a l'expérience, qui a sorti Rennes en Europa League la saison passée. Donc au final, pour moi, c'est comme un enfant. Tu veux faire ton premier contrôle de maths, t'as 2 sur 10 parce que c'est la première fois que tu faisais des maths. Mais en fait, c'est une équipe qui pas tous, hein, Patrick. Moi, mon premier contrôle... Non, moi, c'était 1. J'avais... mais ouais, mais moi, je tapais déjà le 9. Moi, j'ai séché le contrôle. Quel joueur connaît avec des champions à l'Antwerp? Il y a Toby,
Alderweireld, il y a peut-être Ekkelenkamp avec l'Ajax qui a dû faire démonter. Ekdal sur le côté gauche, je crois. Voilà, mais voilà, en fait, c'est une équipe qui ne connaît pas. Donc pour moi, c'est un apprentissage. Ok, ils ont pris une défessée. Mais je pense que si tu refais ça la saison prochaine, peut-être ça va pas se passer comme ça. Mais moi, Sacha, Je pense légitimement que quand on parle de Ligue des Champions, on parle d'une équipe capable d'aller chercher, je dirais, une continuité ou une vraie campagne. L'exception qui confirme la règle, c'est évidemment le club de Bruges avec les huitièmes de finale, mais aujourd'hui, aucun club belge n'est capable d'avoir une régularité sur une période comme la Ligue des Champions. C'est très très compliqué. Le Shakhtar est dans un niveau budgétaire et de niveau de joueurs qui n'est pas atteignable pour les top belges. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour un club comme l'Antwerp qui a déjà atteint son summum de savoir se renouveler. L'identité même d'un club belge, c'est pas d'aller fonctionner en Ligue des Champions. C'est ça que j'essaye de faire comprendre. Donc tu rejoins l'avis de Clément, en fait, qui dit que peut-être plus se concentrer sur l'Europa League et la Conference League. Mais en tout cas, l'Europa League, déjà, oublie, tu la gagneras pas. Par contre, la Conférence... performer, l'Union l'a fait. Je pense que la limite du club belge en Europa, c'est la même chose, c'est les quarts de finale. La limite d'un club belge en Ligue des Champions, c'est la même chose, c'est les huitièmes de finale. Donc aujourd'hui, on voit les plafonds de verre. Pour moi, ils sont très clairs. Ligue des Champions, le plafond de verre, c'est huitième. Le plus haut possible, hein, l'extrême du haut. Là, quand tu frappes, tu sens vraiment le verre sur ta tête, c'est ça. L'Europa League, évidemment que c'est les quarts de finale parce que chaque équipe belge s'est tapé les dents contre ça. Et puis, pour moi, la demi-finale en Conference League, c'est le maximum pour les clubs belges. Donc, on n'a pas encore aujourd'hui un club capable de gagner une Coupe d'Europe vu le niveau. Mais je vous trouve assez dur et on l'a pas encore aujourd'hui. Mais ce que dit là Sacha, et je te donne tout de suite la parole, je vous trouve quand même un peu dur parce que malgré tout, faire une demi ou un quart en Europa, en Conference League pour un club belge, c'est quand même très bien, non? Oui, c'est pas mal. Mais je trouve que, et d'ailleurs on en parle beaucoup depuis un moment, que le championnat belge commence quand même un peu à augmenter, que ce soit au niveau des effectifs, devient de plus en plus compétitif. Je pense qu'on peut être optimiste dans le sens où il y a de plus en plus d'anciens grands joueurs qui hésitent de moins en moins à venir dans notre championnat. Ça va créer quelque chose plus d'expérience finalement. Regarde de l'année à Anderlecht par exemple, tu vois, ce genre de joueurs des mecs comme ça, qui hésitent de moins en moins à venir dans notre championnat, qui vont non mais Torgan Hazard aussi, enfin je veux dire même un Torgan Hazard qui vont pouvoir créer un truc un peu plus compact, un truc un peu plus expérience, et alors là pourquoi pas commencer à avancer et aller de plus en plus loin en compétition européenne. Oui, alors je comprends l'idée, et ça s'entend totalement, Clément. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est pas avec des comment est-ce qu'on dit, tu fais pas du neuf avec du vieux, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est l'identité même d'une équipe qui doit être mise en place. Qu'est-ce qui s'est passé avec le club de Bruges? L'histoire du club de Bruges en huitième de finale, c'est l'histoire d'un avènement, c'est l'histoire d'une apogée, c'est l'album de Section d'Assaut, tu vois ce que je veux dire. On est sur un truc, c'est impossible. La ref, frérot, Section d'Assaut, c'est le sang, hein, calme-toi. En gros, on est sur le top du top. C'est qu'à ce moment-là, Bruges était intouchable en championnat, était absolument intouchable. Ils avaient leur schéma, tout était mis en place. Mais tu ne penses pas qu'ils peuvent aller plus loin? Parce que là où Patrick a peut-être raison et c'est justifié, tu ne penses pas que cette régularité qu'il manque, selon toi, ça peut pas se travailler avec les années, avec l'expérience? Oui, une fois tous les 10 ans. Et tu vas taper la tête en huitième. Parce qu'on le voit un peu avec la Eredivisie aussi. Je pense que c'est une question de cycle. C'est des clubs qui doivent grandir dans leur championnat. L'Antwerp, je pense, entre guillemets, le titre n'était pas déjà censé arriver la saison dernière. Mais ils doivent grandir en championnat, prendre de l'expérience, aller peut-être en Europa League, parce que l'Antwerp, au final, ils ont même pas pu se faire les dents en Europa League en passant, en faisant un huitième de finale en Europa League, en rencontrant un gros club. C'est là directement en Ligue des Champions. Donc, il y a l'exception de l'Union qui a réussi à direct faire un quart de finale en Europa League. Mais je pense que Bruges, ils se sont construits. D'abord, on fait les matchs face au Real Madrid. Après, il y a l'année, ils sont dans le groupe de la Lazio, si je me souviens bien, où ils sont proches de passer en huitième. Ils font 3-3, je crois, là-bas. Et puis, ils font une barre, je pense, à la fin et tout. Ouais. Et puis, au final, la saison, peut-être leur moins bonne saison, mais vu qu'ils ont cette expérience, ils sortent des poules. Donc l'Antwerp, pour moi, je ne sais pas si ça va le faire, parce que d'ailleurs, on devrait parler de Van Bommel et ses stats en Ligue des Champions. C'est catastrophique. Bon, après, ne critiquons pas le coach, parce que faire un doublé, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, triplé même, pardon, excusez-moi, avec la Super Coupe, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ça crée un peu muse. Je te pose aussi cette question, comme ça tu pourras réagir. Est-ce que toi aussi, tu es du côté plutôt Sacha ou du côté plutôt Patrick, pour un peu faire un duel, hein, parce qu'on a eu le côté Sacha, et vous pourrez aussi réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Patrick? Un club belge peut continuer à performer en Ligue des Champions et peut s'améliorer, ou plutôt comme Sacha, on n'est pas encore prêt?
N'hésitez pas à laisser des commentaires. Muse, je te laisse la Désolé Patrick, moi je suis plutôt Team Sacha cette fois. parole. Ouais, mais c'est Et je parce vais- que c'est ton préf. On le Et sait. je vais argumenter, c'est parce qu'aujourd'hui, nos clubs belges, les premiers, deuxième, troisième, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un bon parcours en championnat, premier, deuxième, se qualifient en Ligue des Champions, Europa League, Conférence. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs meilleurs éléments et ne les remplacent pas par ces éléments qui sont tout aussi bons. Quelle équipe aujourd'hui a les armes, a les joueurs pour aller titiller les grandes équipes ou au moins gratter un 1-0, 1-1, 2-2, il n'y a pas. Bah, je reviens toujours sur l'exemple de l'Union qui perd la moitié de son équipe et qui refait une équipe pour pouvoir. Mais pas Mis à part l'Union, mis à part l'Union. Ah, ok, ils ont peut-être déconné cette année en Europa League, mais ils ont déconné à cause d'eux-mêmes. C'est pas forcément les équipes qui ont été supérieures à eux. Ouais, je c'est sûr que... me trompe pas là-dessus, Ouais, Patrick. On va- est quand même Ouais, d'accord. ouais. Mais parce que en fait, moi, je comprends pas pourquoi on peut pas prendre d'exemple sur le pays d'à côté, les Pays-Bas. Enfin, le PSG, c'est une équipe qui, voilà, ces dernières années en Europe performait pas, était un peu dépassée en championnat par l'Ajax, même dernièrement par Feyenoord. Et là, cette saison, avec un tout nouveau coach, ils ont perdu pourtant Xavi Simons. En hiver, ils ont perdu Cody Gakpo. Et là, ils viennent. C'est un autre budget. Hein. C'est un autre budget. T'as vu les joueurs qu'ils ont? T'as vu le niveau d'un Saïbari? T'as vu le niveau Mais d'un Bakayoko? Saïbari, Il y a qui a le même niveau de Mais joueur Est-ce que, en Belgique? Bruges ne pourrait c'est pas pas des joueurs qui titiller étaient en Belgique, ceux-là. Ils ont pas. Ils ont... Et tu les Mais payes comment? Bruges. Mais ils les ont pas Ouais. payés, eux. Ils les ont pris, ils les ont formés. Et au final, Ouais. ben, voilà, parce qu'ils ont été chercher où Et ces tu joueurs. penses que le niveau intrinsèque de notre championnat permet à des joueurs d'atteindre ce niveau-là ici en Belgique? Ben, on n'a pas eu un Charles de Ketelaere il n'y a pas quelques saisons au club de Bruges. Oui, mais le niveau d'un Charles de Ketelaere et celui d'un Bakayoko, on peut commencer à parler, tu vois. Mais Moi, tu me parles et de même Saïbari. sans parler Non, des mais niveaux. voilà. Est-ce que vous n'oubliez pas qu'aussi, et c'est là où Patrick a peut-être raison, c'est que quand Bruges a passé au moins les poules, il y a aussi, dis-moi En si je me plus- trompe Sacha, il y a du financement aussi. Le club gagne de Moi- l'argent. Moi, je pars du Et est-ce principe que que, tout c'est ça- beaucoup mieux organisé chez les Pays-Bas, qu'il y a une grosse intensité dans la concurrence entre les différents, je dirais, les différents clubs, et que c'est vraiment beaucoup plus serré que ce qu'on peut le penser par rapport à la Belgique. À un moment donné, Mais en on a les Belgique, il y a playoffs. toujours, ouais, mais t'as toujours, dans l'intensité, t'as toujours un club qui se détache. Feyenoord, Ajax, PSV, c'est le top niveau. On est sur un truc d'équipes qui sont habituées Attends, je sais à pas si ça, t'as vu le qui ont documentaire il y a schéma quelques années. européen. Feyenoord, c'était quand même, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Feyenoord, hein. c'est Il y a- quoi, finaliste de Conférence League D'accord. la saison dernière. Ouais, quoi. ouais, mais avant Enfin, je ça, veux c'était dire, quand même une équipe de milieu de classement. On revoit son documentaire, ça a La été Z des a eu années du de mal à galère. sortir Donc, le voilà. 10e de Pro League la saison passée. Hein. Ils ont dû Mais aller au par penalty. contre, ce qui est vrai, c'est que vous Ouais, mettez bah le doigt là où ça fait mal, c'est qu'on doit se poser la question, Clément, c'est pourquoi c'est vrai que nos voisins réussissent là où on a du mal. La Z de Tijani Bah, Reinders. ouais, hein. bah, on en a dit avant, on manque de budget pour pouvoir créer des vraies équipes capables d'aller se taper en Europe. Mais oui, mais c'est ça que je comprends tu pas. peux- Ça ouais, manque tu du peux- budget, mais les c'est pas- Pays-Bas, c'est pas la France. Bah quand oui, même. les Pays- C'est Oui, pas, mais c'est forcément, pas c'est pas la l'Espagne. même chose. Mais il y a Comment- quand même une différence entre le budget des Pays-Bas et le budget de la Mais Belgique. oui, mais je comment pense. ça se fait justement qu'on a une différence? On est quasi le même pays, la Bah, même. allez, Enfin, Parce qu'il y a une différence de formation dans les équipes de Et puis jeunes les aussi. recettes internationales sont pas les mêmes en termes de droits télé, les recettes nationales ne sont pas les mêmes non plus, la façon dont les équipes sont construites, les budgets pour les entraîneurs, la formation. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les Pays-Bas, c'est certainement une des... C'est le pays du foot. Hein. Oui, c'est le pays du foot. C'est un pays du dans foot au niveau l'identité, historique. qui historiquement en Europe fonctionne très très bien et surtout a je dirais le schéma européen qui aujourd'hui a une identité européenne en Belgique. J'en vois qu'un seul, le Standard de Liège. Sur l'histoire récente. Sur l'histoire récente, le Standard, c'est l'équipe qui a toujours le mieux fonctionné en Europe. Regarde ce qui s'est passé à l'époque de Arsenal, à l'époque des matchs face à Séville, etc. Qui a fait des grosses performances dans des gros matchs où on les attendait? Il y a que le Standard. Mais de regarde Liège. t'es un l'effectif peu qu'avait dur- le t'es un peu Standard dur à avec cette Bruges, époque-là, quand Il y a même. Bruges quand même. Parce que Bruges tape l'Atlético, Mais Bruges, on tape en a Porto. parlé. Pour moi, c'est un cas à part. C'est ça que je veux dire. Mais- C'est une exception. Parce que moi, je vois des équipes qui ont grandi. Enfin, Anderlecht, à un moment, a Ouais. grandi dans le sens, il y a même une année où, Bah, ils sont on dans le groupe oublie d'Arsenal. l'Anderlecht Ils ont qui fait tape 3-3 avec 3-3, un ouais. super Anthony Van Den Boer. Ouais. Je me Non, non, mais rappelle, même c'est avant, pas ça. on parle d'Anderlecht qui a tapé Galatasaray, Manchester United. Bon, c'est dans les années fin début 2000, mais quand même, les gars, enfin, Ouais. je veux dire, c'est aussi, ça sortait d'années où ils performaient moyennement en Europe. Et puis à un moment donné, ils ont une année comme Bruges où ils ont tapé, ils ont passé même le premier tour où ils avaient Manchester Gantoise United. aussi. Moi, le et la problème Lazio. d'Anderlecht, c'est le même que celui qui est en championnat. Et s'ils veulent aller en Europe et réussir en Europe, Anderlecht devra essayer de jouer plus que 45 minutes dans un match. Mais par rapport au noyau, Anderlecht a quand même un noyau pour Non, performer en là Europe. sur le noyau, c'est un noyau qui est potentiellement européen. Mais encore une fois, comment est-ce que tu vas, je dirais, subir, je dirais, les déplacements, tout ce qui se passe autour du déplacement européen, l'influx nerveux, etc. Je me rappelle de Michel
Michel Prudhomme qui avait fait une superbe campagne européenne avec justement, je crois que c'était la Gantoise, il est arrivé jusqu'en quart et puis finalement il a perdu le titre parce qu'il avait laissé tellement d'énergie. On n'a pas en Belgique la volonté intrinsèque, l'ADN, la volonté. Quand je parle de la volonté, c'est dans les esprits des gens. Il n'y a pas l'âme Europe. C'est ça que je veux expliquer en fait. C'est pas qu'on n'en est pas capable, c'est qu'en fait dans l'esprit et les priorités des clubs belges et des dirigeants, l'Europe c'est pas une priorité. Désolé. On reste quand même moi je reste quand même persuadé. À cause des playoffs, effectivement. C'était un vrai parce que c'est beaucoup ouais. moins rémunérateur et parce que tout simplement, il y a quand même aujourd'hui, la France et la Belgique ont ce point commun, un pays de clochers. Aujourd'hui, c'est plus important quand t'es l'Antwerp d'aller gagner face à Waasland Beveren plutôt que d'aller gagner à Zorian Wansk. Allez, dernière intervention de Muse. Donc il y a vraiment peu d'espoir, comme le dirait Sacha. Moi, j'ai pas d'espoir. C'est pas peu, j'ai pas d'espoir. Il est encore plus positif que Sacha. C'est magnifique. À un moment donné, il faut regarder la vérité telle quelle. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir et j'ai pas d'espoir. Patrick, allez, le mot pour conclure ce chapitre, parce que j'ai envie un peu de positivité. Un mois après, pas d'espoir? Il y a de l'espoir, les gars. Vous verrez la saison prochaine, vous verrez. Et jusqu'à preuve du contraire, hein, Patrick avait dit Mourinho ne sera pas viré cette saison. Donc, non, mais allez, on verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, on peut quand même féliciter pour le moment de nos clubs belges qui sont quand même. On en a pas mal en Europe et c'est quand même chouette de voir que nos équipes quand même gagnent et pour l'instant on a peut-être quasi 80% de nos équipes qui vont passer l'hiver européen. Si on se base sur le schéma brugeois, logiquement cette saison l'Union Saint-Gilloise est champion de Belgique, va en Ligue des Champions et défonce absolument mon argumentaire. Et la Coupe de Belgique? Et la Coupe de Belgique, oui, bien sûr, sont capables. Ils sont capables de le faire. Bon, on verra ça. On sera très attentifs sur la dernière prestation européenne de nos clubs. De toute façon, au moment où on enregistre, forcément, c'est la semaine où il y aura ces matchs-là. Donc, du coup, on pourra en rediscuter dans la dernière émission de cette année 2023. Et on passe tout de suite au dernier chapitre avec un sujet plutôt froid, mais c'est toujours intéressant d'en parler. C'est les Diables et le tirage de l'Euro. Et ouais, ça commence à cailler ici, mais on va se réchauffer avec ce beau sujet parce que pour terminer l'émission, l'avant-dernière de l'année 2023, on doit parler, on avait parlé, c'est ça qui est beau dans le noyau dur, c'est que on faisait des préfastes avant le tirage et maintenant, on va débriefer et on va voir si, je pense même qu'on peut féliciter Muse parce que c'est quasi un des seuls, c'est même le seul à avoir trouvé deux équipes. 2 sur 3. Oui, 2 sur 3. En plus que, allez, on va répéter quand même le groupe de la Belgique. Moi, j'avais dit la Roumanie quand même, on l'a pas dit. Mais non, mais quand même. Muse, il a dit. J'avais commencé. Muse, il a quand même dit, donc Belgique, Slovaquie, Roumanie. Il y a juste le dernier, mais bon, c'était toujours Et ça, c'est parce que je voulais un peu de piment, j'ai choisi l'Italie. Donc oui, peut-être que j'aurais fait un 3 sur 3. C'est vrai que les pâtes arabiata sont délicieuses. Alors, du coup, Belgique, Slovaquie, Roumanie et playoff winner B. Donc, ça veut dire que ça peut être soit Israël, l'Islande, l'Ukraine ou la Bosnie-Herzégovine. Messieurs, un avis sur ce tirage. Clément? Je pense que en termes de niveau, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux, hein, parce que c'est vraiment je crois qu'on a le groupe le plus abordable du chapeau 1. C'est chaud. Dans le chapeau 1, on a le groupe le plus abordable de très très loin quand tu compares par exemple à la France qui se tape l'Autriche et les Pays-Bas, je crois. Bon, après l'Autriche, voilà. Forcément, nous, on a galéré contre l'Autriche. Je pense pas que la France aura autant de mal contre eux, mais ça reste une équipe qui joue quand même bien. Qui a tapé l'Allemagne en match amical, faut pas l'oublier. En plus, qui ne tape pas l'Allemagne en 2023? C'est vrai. Et non, mais pour revenir sur ça, le fait que ça soit peut-être abordable ou pas, est-ce que c'est une bonne chose pour les Belges d'avoir finalement un abordable? Vu que c'est de nouveau, je reviens toujours avec ça, mais comme c'est une nouvelle équipe, c'est le premier tournoi d'une toute nouvelle génération, je pense que c'est bien de démarrer mollo. Voilà, parce que même si les équipes sont abordables sur le papier, ça reste un Euro, donc ils vont tout le monde va tout donner. Donc le niveau ne sera pas le même que dans les qualifs. Oui, et puis surtout, alors moi c'est pas un argumentaire qui tient parce que Domenico Tedesco l'a dit, mais je suis quand même très étonné qu'il y a personne qui ait relevé que pour moi c'était une ânerie. Le fait de dire que oui, la Slovaquie a gagné tous ses matchs dans un groupe où à un moment donné, t'as des joueurs de P1 et de promotion qui peuvent être. Tu sais si t'es un joueur slovaque? C'est la Roumanie qui a gagné tous ses matchs. Oui, bien sûr. Je sais pas, moi, il y a le joueur du PSG par exemple, Skriniar, tu vois. Bien joué. Mais il y a des très bons joueurs, mais en dehors de ça, le fait de dire oui, ils ont perdu
que d'un goal d'écart face au Portugal en aller et au retour, pour moi, c'est pas un argument, tu vois. Comme le dit très bien Clément, à un moment donné, tu es dans les compétitions internationales, tu dois faire la différence et ils vont aller mettre des pains, ça va partir en individuel. Skriniar en individuel face à Lukaku, il l'a déjà bouffé à l'entraînement, il a été à l'Inter avec lui, il sait très bien comment le manier, ça va pas être facile non plus. Je suis pas en train de dire que non. En soi, on est tout à fait d'accord sur la base. Le tirage était hyper intéressant, mais attention à l'excès de confiance. Mais non, mais oui, bien sûr. Puis tu vas jouer l'Ukraine. L'Italie, elle a galéré face à l'Ukraine. Hein. Donc commencez pas à me dire que galéré et que l'Italie. Donc pour toi, ça sera Belgique, Slovaquie, Roumanie, Ukraine. Attention, c'est important parce que Sacha annonce le dernier adversaire. Il a des infos qu'on n'a pas. Il a des infos. Muse, avant de donner la parole à Patrick, vu que tu as été bon dans l'analyse, franchement, avec le recul, pour toi aussi, c'est bien d'avoir ce groupe-là. Moi, je pense que c'est le meilleur tirage qu'on pouvait avoir. Un groupe assez aisé, ou je vais pas dire très facile, où on va mettre 5-0 à toutes les équipes, non, loin de là. C'est un groupe que j'aime bien. Je pense qu'on va bien s'amuser. On va bien faire tourner les équipes, je pense. C'est la marraine, mais c'est bon. C'est la fête foraine. C'est mes prédictions. Ça, je pense déjà au deuxième match, on sera qualifié. Donc 9 sur 9 Moi, je vois 9 sur 9. Et déjà, sur le deuxième match, on fait tourner. Patrick, on fait tourner. Patrick, on va s'amuser à Belgique-Roumanie. On va bien s'amuser devant notre télé, regarder un beau match comme ça. D'ailleurs, je vous préviens, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour prendre vos places pour l'Euro. J'ai pris mes places. Moi, j'ai pris Belgique-Roumanie, s'il y a moyen. Ah, mais t'as de la chance, tu vas t'amuser. Ah, tu t'es passé par le tirage au sort sur le truc de l'Euro. En gros, en janvier, ils vous contactent pour savoir si vous avez réussi. Moi, le groupe, évidemment, je suis content parce que je me souviens de l'Euro 2021 où il y avait le groupe de la mort qui était France, Allemagne, Portugal, Hongrie. Les trois passent, les trois se font éliminer en huitième. Donc, avoir un gros groupe compétitif où tu es censé te mettre direct au niveau, c'est pas forcément la bonne idée. Là, tu vas pouvoir grandir dans la compétition, prendre de la confiance, parce qu'il y a des joueurs qui font leur première compétition. Et je me souviens en 2014, on avait quand même des joueurs qui étaient déjà référencés, mais tu sentais que c'était la première, tu sentais qu'il y avait du stress. Donc là, être face à des nations un peu plus faibles, entre guillemets, même si par exemple le Skriniar, honnêtement, vu ses matchs au PSG... il ramasse des billets apparemment, hein. Il regarde plus les billets par terre sur le terrain que regarder où va la balle. Si on a la rêve, pour ceux qui ont la rêve, ce PSG Milan qui était quand même assez incroyable. Mercenario. C'est ce qu'avaient dit les supporters de Milan. Mais tiens, petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'on est aussi un peu dans l'actu chaude. Doku, inquiet, pas inquiet? Non, ça va. Non, on en revient un peu je pense qu'il va revenir à assez ce qu'on discutait avec Sacha, ce côté, le fait d'avoir un corps comme ça qui explose très vite. Pas inquiet, attentif. Parce que quand même, à chaque fois qu'il y a une alerte, je ne peux m'empêcher de regarder ce qui se passe et de surtout me déhyper. Moi, je me déhype direct. Dès qu'il y a une petite blessure de Doku, tac, je sors un peu du train, tu vois. Ouais, parce que Guardiola l'a précisé quand même que c'est un corps où il faut faire extrêmement attention parce que son explosivité. Et c'est pour ça qu'il prend un petit peu plus de temps à revenir que normalement, parce que justement, il y a ce truc de. C'est un joueur qui est hyper explosif. Attends, toi, et c'est Clément, pour ça que... on le sait, tu roules en Ferrari. Par exemple. Et quand on roule en Ferrari, quand est-ce qu'on sort la Ferrari? On la sort pas la semaine, on la sort le week-end. J'ai pas le permis. J'ai même pas le théorique. Arrête. Mais le Doku, c'est une Ferrari. Tu le sors le samedi, tu le sors le dimanche, mais tu le sors pas tous les samedis et tous les dimanches. Voilà. Mais donc peut-être ça rejoint un peu ce que disait nous, parce qu'au deuxième match, on va peut-être préserver certains joueurs, notamment peut-être Doku. Non, mais si tu fais tourner à l'Euro, tu fais pas tourner au deuxième match. Si le premier match se passe bien, tu fais tourner au troisième. Voilà, l'inquiétude, elle est là pour moi. C'est qu'aujourd'hui, on est sur des plans en disant, de toute façon, on est plus fort que tout le monde, on va faire la différence, etc. Attention, parce qu'on est dans une compétition internationale où il y a beaucoup de surprises et qu'il peut y avoir des déconvenus, il doit y avoir une préparation, il va y avoir 2 matchs en juin de prépa. Qu'est-ce qui se passera durant cette prépa? Ça, c'est une vraie question. Et aussi, comment est-ce qu'on monte en puissance? Comment est-ce qu'on va chercher les éliminatoires après? Parce que passer excusez-moi, mais si on passe pas quand même le premier tour, c'est 16 sur 24 qui passe. Une honte, quoi. Tu vois, et il y en a combien, t'as dit? 16 sur 24. 16 sur 24. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, tout est chaud, dit hein. par rapport à ça. Et puis après, on part sur les huitièmes. Est-ce qu'on sera prêt pour ces huitièmes? Est-ce que dans l'intensité, dans l'impact mental aussi, dans l'influx, est-ce qu'on saura
aller enclencher le Alors je bouton. vais aller plus loin. Est-ce qu'on doit déjà se préparer mentalement à se dire il y a peut-être un quart de finale à jouer face aux Bleus, etc. Est-ce qu'on doit déjà être maintenant comme quand ça tu vois Moi, de toute façon, je sais qu'on va perdre. Bah, si on joue contre nous on le fait parce que Et nous, bois santé tranquille. mais nous on fait ces petites prédictions là parce qu'on est des supporters. Mais Tedesco, je pense que il l'a déjà répété à chaque fois en interview, match par match. Ouais, mais Tedesco a posé avec la Coupe d'Europe et ça lui allait très bien. Oui, Roberto aussi. hein. Roberto Martinez aussi. Ah oui, c'est vrai. Ils l'ont tous fait en fait. Ils l'ont tous fait. Ils étaient tous présents. Ils l'ont tous fait. ça. Mais Tedesco, il a un truc un peu plus classe. Ça nous rassure un peu plus que Martinez. Mais donc, du coup, pour la Belgique, c'est wait and see. On doit passer, mais après. Ouais, mais j'aimerais Du bonus. revenir un peu sur les différents adversaires à l'Ukraine, parce qu'on a vu quand même le match hier, j'espère que vous avez regardé le match de 21h, là, Barça-Girona, où il y avait 2 des 3 attaquants qui étaient ukrainiens. Tu te dis, ah ouais, c'est une équipe, ouais. Si tu mets Modric hors Mais- Chelsea... C'est intéressant, hein, Patrick. Donc, je répète, ça peut être Israël, Islande, Ukraine ou la Bosnie. Qui tu veux avoir? Moi, je crois... Qui je veux Parce que avoir. Sacha disait l'Ukraine, c'est sûr. Oui, honnêtement, L'Ukraine va si passer. sur pas. Après, on se disait pareil avec l'Italie récemment. On disait, il va y avoir Italie-Portugal. Au final, ils s'en fait sortir par la C'est Macédoine. même pas le même contexte, c'est pas la même histoire. Le type vient Oh, juste que pour c'est me tacler. horrible. C'est quoi ce tac? C'est Franchement, horrible. je sens déjà Mama Aléole vibrer. Arrête, pas comme Un peu. ça. Mais il a fait un tacle à la Lukaku très beau. D'ailleurs, il faut signifier qu'on a de très bons défenseurs. Lukaku en est un. Ce très beau tacle, vous l'avez vu, hein, Ouais, j'imagine. et c'est de là-dessus qu'il a la rouge, non? Ouais. C'est- Que rouge, il n'y a pas rouge enfin, Sacha. Il va chercher le ballon et la cheville et les chaussettes, Ouais, tout ce que c'est tu ça, veux. il prend absolument tout. Il Mais pourrait au moins, tuer quoi, on peut se dire que face à des mecs très physiques à l'Euro, on aura des gars aussi qui vont répondre. Non, sont blague très à part, physiques. c'est Ah, aussi mais un d'ailleurs, beau est-ce que. On a déjà parlé de Lukaku, on a eu des gens qui ont dit le pied qui tremble, tout ça. Honnêtement, dans une configuration à phase élimination directe, où la Belgique aura peut-être pas le ballon, est-ce que Lukaku, c'est le meilleur attaquant à avoir? J'ai vu des débats comme ça en mode ouais, on met Lukaku dans les phases de groupe et puis une fois qu'on a passé les phases de groupe, on met Openda. Mais là, Clément, risqué. ce que Patrick fait, C'est c'est qu'il risqué. veut entendre ta réponse. Là, Qu'est-ce que faut y tu en aller. penses? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, En fait, le trait de là, je me dis, c'est peut-être le problème d'avoir eu un groupe facile où je pense que Lukaku risque de marquer, honnêtement. il Là, va en gros, marquer. c'est Belgium Touch qui parle à joueur belge. Ouais. Voilà, il y a le fan, attention là. à ce que tu dis. Allez, les gars, Parce que j'ai vraiment allez-y, lâchez-vous. l'impression, en fait, on le voit, on peut regarder, je pense, leurs stats dans leur carrière. Lukaku, c'est un homme de régularité, c'est-à-dire dans un championnat, il va affronter 15 petites équipes, il va marquer à chaque fois. Alors qu'Openda, tu sais que contre les gros, c'est la saison dernière, presque en Ligue 1, il a marqué contre tous les gros. Là, cette saison, il a marqué contre le Bayern, il a marqué contre Leverkusen. C'est un mec des gros matchs. Il aime ça, il aime Contre quand City son aussi équipe- en Ligue des Champions. Ouais, contre City, 3 buts. Est-ce que ce serait pas du coup le moment de profiter des matchs de mars et de juin pour retenter cet attaque à 2 avec Lukaku? Pourquoi pas? Parce que là, on va faire l'Angleterre. Ah non, alors là, non. Moi, Non non. Moi, je veux voir Kevin De Bruyne. Ah non, moi, je Mais tu je peux n'ai mettre qu'une De Bruyne avec ces obsession. deux-là. Ah ouais, De Bruyne avec ces deux-là. Et tu fais quoi avec le pare-choc? Mangala, Onana, ça bouge pas, mon petit pote. Attends. Non, ça reste Ouais, grave. alors, ça faudrait mettre une bouge défense pas, en trois, ça mais Sacha, bouge pas. il a des T'as vu le match infos. d'Orel Il est face avec à la- Tedesco. au Ouais, Wolverhampton? mais T'as c'est vu l'entrée incroyable. d'Onana? Ça bouge pas, mon pote. Défensivement, il a son 11 quasiment bouclé, Tedesco. C'est le numéro 10. C'est comment est-ce que De Bruyne va s'articuler avec Doku, avec Bakayoko, avec Lukaku? Ouais. C'est là où on joue. Et Openda, il est numéro 2 et il doit s'installer dans sa position de numéro 2, super sub, comme l'a très bien fait par exemple Mertens lors de la Coupe du Monde 2014, où il avait été Mais excellent. moi je super préfère sub. que Lukaku soit titulaire tout seul aussi, que de mettre Openda dans le grand bain. Openda, Mais à un je dis, moment donné, il n'a pas le même rendement avec les Diables qu'avec Leipzig. Ouais, en C'est plus. pas prêt d'arriver en Mais, deux Et matchs la amicaux. différence, et si je peux me permettre juste la différence avec Mertens, c'est qu'il avait déjà prouvé son statut de super sub, que là, pour l'instant, Openda, j'ai l'impression qu'il se cherche encore en équipe nationale. Tu viens de le dire très justement. Honnêtement, mais j'ai l'impression aussi, si tu regardes tous les contextes où Openda a été mis, c'est des contextes bourbiers. On l'envoie dans une attaque à 2 en Autriche, où en fait t'as Lukaku et Openda. La première mi-temps, les deux c'est pareil. Lukaku il fait pas une bonne mi-temps, les deux c'est nul. Mais c'est lui qu'on sort et On puis dirait qu'ils se parlent pas. ouais, et puis ils sont toutes seules sur leur île déserte, il n'y en a aucun qui se parle. C'est vrai. Après, tu l'envoies face à la Serbie dans un match sans intensité, sans rien. Il fait rentrer aussi dans un autre match. Azerbaïdjan, je contre crois, non l'Azerbaïdjan, c'est 4-0 aussi. Enfin, Mais je pense que vous allez me détester. Je vais pas amener d'avenir, mais je vais plutôt vous poser une question. Quand un joueur comme Openda, que j'adore, mais qu'en équipe nationale, même avec les espoirs, il sort d'un euro espoir où franchement, c'était pas beau à voir. Tu C'était vas me dire, moyen, il y avait ce c'était moyen. problème du mercato. J'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, on va toujours chercher des excuses en équipe nationale pour Openda. Une fois, c'est parce qu'il y a son transfert. Une autre fois, c'est parce que c'est un mauvais match. À un moment donné, il faut aussi se poser Mais la après, question, c'est des avec excuses Openda. valables, comme Patrick l'a dit. C'est toujours dans la situation bourbier où tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose, mais il n'y a pas moyen de faire quelque chose.
Après, techniquement, je suis désolé. Comment est-ce qu'on voit... Qu'est-ce que Zinedine Zidane disait de Karim Benzema? C'est fou parce que j'ai vu le documentaire hier soir. Donc là, non, j'ai toute l'image en Je viens tête. seulement de voir le cas. Non, j'ai vu le documentaire sur le Ballon d'Or 2022 qu'il est consacré à Karim Benzema. Qu'est-ce que Zinedine Zidane dit à ce moment-là? Il dit, moi, ce qui m'impressionnait le plus chez Karim, c'était ses contrôles. Il avait la capacité de se mettre vers le jeu et toujours le ballon lui collait et toujours il prenait la bonne décision. Et dans le mouvement face au but, il avait toujours le mouvement et surtout la touche juste pour se mettre face au gardien, face au ballon et pour ne jamais être tributaire de son contrôle. La moitié des contrôles d'Openda, si on met à côté sa vitesse, c'est toujours à 2-3 mètres. C'est le problème qu'avait Jérémy Doku au départ quand il arrivait à Manchester City. Et techniquement, pour moi, c'est encore un peu limité. Voilà, je le dis. En termes de contrôle aussi, on peut pas. Non, forcément, c'est un grand attaquant. Il est super. On peut parler aussi de Lukaku. Non, parce qu'il ne faut pas commencer à dire ouais, mais après Lukaku, c'est un autre gabarit. Mais bien sûr, non, mais là, la réalité. Quand on regarde et quand les observateurs, j'ai parlé avec des scouts, j'ai parlé avec des agents, j'ai parlé avec des directeurs sportifs, des gens qui connaissent le football, dont c'est le métier. À un moment donné, il a le profil parfait pour rentrer dans le schéma demandé par Leipzig, mais dans l'identité même, il manque de quelque chose techniquement. Voilà, il n'est pas assez juste, il manque de dosage et il manque de finesse. La finesse, quand on est attaquant, c'est sans doute ce qui a dû travailler le plus durant sa carrière Romelu Lukaku, et c'est ce que va devoir travailler durant toute sa carrière Loïs Openda. Mais Lukaku, malgré tout son travail, j'ai quand même l'impression, tu parlais de Benzema, c'est ce qui fait qu'on voit la différence entre les très très grands attaquants et de bons attaquants que sont Lukaku. Désolé de le dire comme ça. C'est vrai que Benzema, il n'y en a pas grand. La question de Patrick est légitime. Qu'est-ce qu'on fait Et en plus, pour moi, qu'on teste parce qu'à un moment donné, on peut pas dire aussi ça là, peut peut-être bloquer. Sacha avait parlé, oui, c'est pas en 2 matchs amicaux que Openda et tout. Un Divock Origi, il arrive comme ça à la Coupe du Monde de 2014, il a commencé sur le banc, et c'est Lukaku qui finit sur le banc au final. Donc je pense vraiment que le contexte des matchs, les adversaires qu'on va pouvoir affronter, je pense qu'il peut vraiment avoir quelque chose en plus. On avait déjà parlé, Lukaku, on ne sait pas si c'est peut-être sa dernière compète avec les Diables. Et De Bruyne, vous pensez que Lukaku, De Bruyne, c'est leur dernière compète? On ne sait pas si on met Lukaku, on ne sait pas si on met Openda, ben mets ton Batshuayi. Voilà, c'est bien. Par rapport à cette question, c'est très important. Vous pensez vraiment que De Bruyne, Lukaku, c'est leur dernière, il faut y aller une dernière fois avec eux? Moi, Lukaku, j'espère pas. Je crois pas trop. C'est ça que tu viens de dire? C'est ça que tu viens de dire? Non, attends. Non, il espère pas que Lukaku. Lukaku, j'espère pas. T'es vraiment malhonnête. Bah donc il dit que De Bruyne, Lukaku, j'espère pas. Laisse-moi terminer. De Bruyne, j'espère pas non plus, mais je pense que De Bruyne, il va dire c'est bon. Ouais, peut-être au vu de son âge, parce qu'il a quel âge De Bruyne là? 33, 32, 31. Non, c'est pas non, je crois qu'il a 32, il avait 33 De Bruyne. Non, il a pas 33 ans, jamais. Alors il a 32. Il a 32, donc disons l'Euro c'est l'année prochaine, 33. Prochaine Coupe du Monde dans 2 ans, 35 ans. Moi, je reste positif, j'ai l'impression que De Bruyne il pourrait encore se lancer pour le. Mais c'est un des joueurs qui se plaint le plus de jouer trop de matchs et de la surcharge, donc je me demande. Après, s'il joue à Nasser, ça, c'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. Non, mais par contre, c'est vrai que si la Belgique performe, c'est plutôt le genre de gars à faire. Bon, mais merci les gars, j'ai tout donné. Ciao. Et disons, dans l'optique où on remporte l'Euro, est-ce qu'ils vont continuer? Qui ça? Je pense que si on gagne l'Euro, ils continuent pas. Je pense qu'ils arrêtent. Ça dépend, tout dépend en fait. Est-ce que tu te dis, entre guillemets, bon, j'ai fait le truc, ou à la fin tu te dis, putain, il y a une Coupe du Monde là dans 2 ans et vas-y. Mais je pense que là où Mus a peut-être raison, c'est que j'ai l'impression, et on en avait parlé très justement, Sacha, on avait fait même une chronique, c'est cette mentalité belge de se dire, oh les gars, ce qu'on a fait, bonne chance après, parce que nous, ce qu'on a fait. C'est ça? Non, ne parlons plus des Hazard. Non, mais c'est vrai. Je pense sinon, j'appelle le MBA. Non, mais on avait un vrai sujet sur cette mentalité belge de se dire, on a tellement performé que qu'est-ce qu'on doit encore prouver. Donc, effectivement, là où je vous rejoins, et je rejoins Muse, sûrement si on gagne quelque chose, on peut dire au revoir à ces joueurs. Ouais, c'est certain. Mais si on gagne pas, au vu de l'âge, je pense De Bruyne, peut-être il arrête. Juste une info, Romelu Lukaku joue à la Rome. Très belle info, Sacha. Merci beaucoup. Bonne soirée, Noël. Je voulais juste dire qu'il n'arrêtera pas tant qu'il n'a pas mis son but. Ah ouais? Voilà. Bah, en sélection? Il a combien? Il a 80. Il a 80, je crois. 84. Ah ouais? 83. Eh ben, il sera aux États-Unis alors. Bah, ça va, ouais. Parce qu'en plus, les États-Unis, c'est son pays. Il voudra aller dire bonjour à Jay-Z et tout le bazar. Merci beaucoup, les gars. Je crois qu'il est plus Jay-Z, hein? Non, il est plus juste. Jay-Z restera quand même sur son SRAB. Il le kiffe. Il l'avait dit d'ailleurs. De toute façon, Drake est un grand fan de soccer. Allez, je sais plus quoi dire face à cette fin d'émission chaotique. Non, mais elle est pas chaotique, les gars, parce qu'on a tenu 62 minutes. Je crois qu'on n'a jamais fait mieux. On a été carré, vous avez été pro, vous avez été je suis très félicitations à vous. On n'a pas parlé de la rentrée de Luis Vasquez hier,
qui était à mourir de rire. C'est vrai, le c'est vrai que sketch, c'était très le drôle. sketch Je pensais de la qu'il allait soirée. dire je suis traité, j'ai pas pu parler. Alors, mais je du pensais coup, ça si aussi. vous voulez suivre le noyau dur pour parler de Verskaren et pour basket, Patrick reste sur Twitch pendant 5 heures maintenant, donc allez sur Twitch. Non, on déconne. On aura l'occasion de reparler à nouveau de tous ces jours-là pour la dernière, parce que ça sera un grand débrief, messieurs. Donc soyez au rendez-vous. Merci à vous, les gars, Merci. pour cette avant-dernière. Toujours un plaisir. On se retrouve très vite. Et d'ailleurs, pour certains, parce que bon, en fonction Avant-dernière de l'effectif- 2023. Avant-dernière, pas avant-dernière de 2023, pas avant-dernière de la saison, parce que nous, on en a encore plein de belles émissions à vous proposer. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les autres, ben, c'est très simple. Il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Insta, il y a Facebook. On a toutes nos vidéos sont là. Vous pourrez retrouver les clashs de Sacha, le beau sourire de Patrick, la classe de Clément et surtout le côté des contracts de Muse. Donc si vous voulez revoir tout ça dans toutes les émissions Si vous du avez le Noyau podcast, Dur. vous le voyez pas, mais il a une chicha. à côté, voilà. Non, et on la voit pas non plus sur YouTube. Mais par contre, si Je vous la voulez cache bien, entendre je la cache bien. la douce voix de tous nos chroniqueurs, on est aussi en podcast sur Spotify et sur Apple. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, c'est important pour le référencement. On a besoin d'avoir aussi votre avis. On ne cesse de répéter et on a envie de vous entendre sur les différents sujets. Donc, on se retrouve très vite pour la dernière de 2023. Merci les gars. Et Merci. pour certains, Merci. passez les bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, bonne fête. Déjà, ouais. Et pour vous, ben, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Noyau Dur. Ciao, ciao. Peace out. Salut tout le monde.